Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, il faut encore parler de Lola et de ce meurtre atroce et de la responsabilité qu'il faut savoir pointer. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, Lola, pour ceux qui n'auraient pas suivi, évidemment, cette jeune fille de 12 ans qui a vécu un véritable calvaire avant sa mort. La suspecte, une femme algérienne visée par une obligation de quitter le territoire depuis fin août, était dans une situation illégale depuis déjà 3 ans. Voilà ce qu'on apprend désormais. Lola aurait été attirée dans l'appartement de la sœur de la suspecte qui est dans la même résidence que ses parents. Elle aurait été forcée à prendre une douche, bâillonnée, abusée, asphyxiée et puis aurait reçu des coups post-mortem. Son corps mutilé a été retrouvé dans une malle vendredi dernier. Alors en plus d'être une terrible tragédie, on l'a déjà dit ici, cette affaire symbolise un ensemble de renoncements, l'OQTF évidemment non appliqué, le silence médiatique qui a été rattrapé par les réseaux sociaux, notamment sur le nom des suspects, la déresponsabilisation des criminels, qui commencent déjà à étudier leur profil psychologique, l'absence de réaction politique du gouvernement, c'est aussi vraiment un élément qui a été pointé, qui a beaucoup choqué, le silence remarqué des politiques de Gérald Darmanin, d'Emmanuel Macron. Il aura fallu combien de jours pour réagir à cette affaire? C'est seulement hier qu'ils ont commencé à prendre la parole sur ce sujet. On les a entendus les uns après les autres répondre aux accusations de laxisme, d'irresponsabilité. Chacun à sa façon. Écoutez, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, répond à la question du député LR Éric Pauget sur le silence du gouvernement autour de cette affaire Lola. Une petite fille de 12 ans est morte dans des conditions atroces. Je pense, monsieur le député, comme vous, à ses parents, écrasés par le poids de ce chagrin. On essaie de rapatrier le corps de cet enfant, de là où la famille est originaire. Celle qui fait figure de principale suspecte a 24 ans. Elle est inconnue des services de police, sauf qu'elle a été victime, semble-t-il, de violence, et c'est comme ça que les services de police la connaissent. Le 22 août, une OQTF a été délivrée sans obligation de quitter immédiatement le territoire national. Il s'agit d'un départ volontaire. Pardon, il n'y avait aucune raison qu'il en fût autrement. C'est nos règles. Et nous ne savons pas, au moment où je vous parle, si un recours n'a pas été intenté par l'avocat de cette jeune femme. Pour le reste, je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie. Et je pense que le meilleur reste à venir dans quelques instants, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel. Vous faites votre miel du malheur, le commerce indigne de la tragédie. Voilà les mots très forts d'Éric Dupond-Moretti, renvoyés au député LR Éric Pauget. Et écoutez maintenant le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lui c'était au micro d'Yves Calvi sur RTL hier également. Je vois qu'en plus, évidemment, du drame ignoble qui touche cette famille, il y a beaucoup d'indécence de la part de personnes qui transforment cette histoire en tracte électoral. Moi, je voudrais ici dire à votre antenne que la suspecte qui est aujourd'hui concernée, mise en examen, incarcérée par la justice, n'est pas connue des services de police. Qu'elle a moins de 25 ans, qu'elle est arrivée régulièrement en tant qu'étudiante sur le territoire national. Et il y a à peine un mois qu'elle a une obligation de quitter le territoire national. Donc les choses se sont faites dans des conditions, je crois, qui sont malheureusement non prévisibles, surtout que cette personne est elle-même manifestement connue comme victime de violences conjugales.
Voilà, c'est intéressant, hein, ces réponses qu'on entend de la part du gouvernement. D'abord au silence, on va dire assourdissant pendant les premiers jours, et puis désormais, on nous fait passer cette petite musique d'une victime elle-même, hein, victime de violence, pas connue des services de police, une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire, mais sans obligation de quitter le territoire. Donc ça, on demandera à Pierre-Marie Sèvre de nous expliquer. Donc voilà, les réponses en tout cas du côté gouvernemental, eh bien c'est l'indécence de ceux qui pointent la responsabilité du gouvernement et de ceux qui auraient dû peut-être traiter mieux ces personnes qui sont de manière illégale sur le territoire. Et puis d'un autre côté, il y a cette manifestation organisée par Pierre-Marie Sèvre, par l'Institut pour la justice, manifestation marche blanche qui réunit, écoutez, plusieurs partis. En tout cas, plusieurs étiquettes. Éric Zemmour, Jordan Bardella, Florian Philippot, Nicolas Besse, Anissa Srigo. Quelques élus, de nombreux élus du Rassemblement national, Rémy Tell qu'on connaît bien ici. Peut-être qu'Éric Ciotti sera sur place si il confirme sa participation. Alors, est-ce qu'il est possible finalement de dépasser justement la poloche, comme dit Éric Dupond-Moretti? C'est également la question qu'on va poser à Pierre-Marie Sèvre. Bonjour Pierre-Marie Sèvre. Bonjour Clémence. Alors je rappelle, vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice, un groupe de réflexion et association qui œuvre à la réforme de la justice pénale en France. Et surtout, vous œuvrez pour les victimes du laxisme judiciaire. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Sur ces questions de laxisme qui sont reprochées beaucoup aujourd'hui au gouvernement, pour évidemment avec cette terrible actualité du meurtre de la jeune Lola, est-ce que d'abord vous comprenez les arguments des uns et des autres, ceux qui accusent le gouvernement d'irresponsabilité et ceux qui répondent indécence? Je sais pas si je les comprends. Moi, je constate quand même une chose. C'est mon ressenti personnel, mais je trouve que la réaction du gouvernement, comme beaucoup de gens, hein, je trouve que cette réaction n'est absolument pas à la hauteur. Les politiques ont une responsabilité. C'est avant tout ça. C'est pour ça qu'on les élit. C'est pas pour avoir un gros salaire, une grosse retraite et un chauffeur. C'est pour être responsable de ce qui ne va pas et de ce qui va aussi quand il y a des choses qui vont bien. Donc là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui ne va pas du tout, non seulement avec cette affaire Lola, mais, et je le redis, en fait, notre rassemblement là de jeudi, il a pour but, il était prévu, je dirais pas qu'il était prévu de longue date, mais il fait suite à une semaine d'action prévue, elle, de longue date. Et c'est pour toutes les victimes. Il y a non seulement l'affaire Lola, mais il y a toutes les victimes de manière générale. Ça fait des années et des années que l'État est au courant qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la situation sécuritaire française, qui est unique en Europe. On a la pire situation sécuritaire de l'Europe. Et pourtant, l'État ne fait rien. Et pourtant, l'État se cache les yeux à chaque fois qu'il y a une affaire, va aller chercher les arguments tels que celui qu'on entend sur la récupération politique. Oui. Qui est un argument qui vise à se couper l'herbe sous le pied à tout débat, qui coupe court à tout débat. Évidemment. Vous n'avez pas le droit d'en parler, donc on n'entend pas vos arguments. Les mots d'Éric Dupond-Moretti d'utiliser le cercueil comme tremplin pour faire de la politique, c'est vrai qu'ils sont tellement forts, tellement symboliquement terribles qu'on a du mal après à répondre à ce genre c'est fait pour d'ailleurs, hein, à ce genre de déclaration. Ils accusent d'utiliser l'émotion pour faire passer des idées politiques, mais en fait, c'est exactement ce qu'ils font. Là, en utilisant des formules comme celle-ci, évidemment que ça joue sur un registre de l'émotion. Nous, on essaye de dépasser l'émotion d'une affaire individuelle, puisque je le répète, ce rassemblement est évidemment dans la lignée de ce qui s'est passé pour Lola, mais pas uniquement. C'est pour toutes les victimes. Nous, on a nos victimes depuis 10-15 ans que l'Institut pour la justice existe. On a nos victimes qui vont intervenir aussi. Et donc, il n'y a pas uniquement l'affaire Lola. Mais donc, ils utilisent cet argument de l'émotion et tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas parler de raisons et des raisons objectives qui font qu'il y a une colère assez saine chez toute une partie de la population. Moi, j'attends qu'il y ait un sondage qui sorte. Hein. On n'a pas commandé personnellement, donc si quelqu'un se chauffe, il faudrait qu'un sondage sorte sur, comprenez-vous, la réaction politique après l'affaire Lola.
Oui, non, c'est sûr, c'est une question. En tout cas, sur les réseaux, le silence politique a été, du côté du gouvernement, a été très très mal perçu. Et on voit d'ailleurs qu'on a un peu l'impression que là, il s'agit d'une communication de secours, où tout le monde d'ailleurs a à peu près les mêmes éléments de langage. Alors, je voudrais qu'on aille, puisque vous parlez de rassemblement pour les victimes. Alors, les victimes de quoi finalement? Victimes du laxisme? Victime du laxisme au sens large, il y a le laxisme judiciaire que nous connaissons bien, mais il y a aussi le laxisme de l'État au sens plus large, typiquement dans l'affaire Lola, qui, je le répète encore une fois, n'est pas la seule que nous mettons en avant dans ce rassemblement. Dans l'affaire Lola, il y a le laxisme de l'État, typiquement les OQTF non exécutés, une personne qui est qui non seulement est sur le territoire national, alors que on pourrait se demander comment est-ce que les services d'immigration et de visa font rentrer quelqu'un qui quelques années plus tard va commettre un meurtre aussi ignoble que celui qu'on a vu. Apparemment, il était rentré avec en tant qu'étudiant. Un visa d'étudiant. Oui. Oui, on pourrait quand même se dire que ce serait bien que notre pays détecte à l'avance les profils qui sont capables de telle barbarie. Ça serait quand même la moindre des choses. Sinon, c'est vraiment qu'on accepte tout le monde et tout et n'importe quoi. Premièrement. Deuxièmement, elle est entrée d'une manière douteuse peut-être, mais surtout, elle s'est maintenue de manière complètement illégale depuis visiblement 3 ans. Oui. C'est les informations de CNews. Depuis 3 ans, il aurait été temps de faire quelque chose. Si les gens sont illégaux, si on n'offre pas un visa et un titre de séjour normal à une personne sur le territoire national, c'est qu'on a quand même compris que cette personne n'avait pas sa place en France et que ce soit pour un meurtre qui soit commis ou pour une fraude ou quoi que ce soit, ces personnes qui n'ont pas la place en France doivent être expulsées immédiatement. Alors, est-ce que vous comprenez l'argument d'Éric Dupond-Moretti également de préciser que cette OQTF, c'était une OQTF, donc délivrée plutôt le fin août, je crois, une OQTF, mais sans obligation de quitter le territoire. Alors, une obligation de quitter le territoire, mais sans cette obligation de quitter le territoire. Vous comprenez ça? Vous savez, vous savez déjà que la peine de perpétuité, par exemple, c'est un bon exemple. La peine de perpétuité n'est pas perpétuelle. Les obligations de quitter le territoire ne sont pas obligatoires. Tout comme la détention, tout comme la prison ferme à domicile. Ça, c'est le bracelet électronique. Voilà, c'est pas de la prison ferme. C'est à domicile. Il y a des contresens comme ça dans la loi française qui sont assez nombreuses. En fait, les obligations de quitter le territoire sont effectivement pas compte sur la volonté de la personne et c'est une obligation. Voilà, ça compte sur la bonne volonté de la personne et il n'y a pas la police qui sonne à votre porte. Si vous avez une obligation de quitter le territoire, il n'y a pas la police qui sonne à votre porte pour vous dire, pour vous amener à l'avion. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a d'autres types d'expulsions qui sont là beaucoup plus coercitives, mais qui sont très peu mises en œuvre. Typiquement, l'expulsion judiciaire prononcée par un tribunal. Là, à chaque fois qu'elles sont prononcées, elles sont mises en œuvre, mais elles sont très peu prononcées. Donc et donc le problème des OQTF, c'est que en fait, en France, et là j'élargis le débat, en France, nous avons un problème avec l'immigration, mais avec la gestion de l'immigration, c'est-à-dire que les gouvernements ne savent pas et ne décident pas du nombre de personnes qui rentrent en France. Donc évidemment, parmi les personnes qui rentrent en France, il y a des gens indésirables, pas tous, largement pas la majorité, mais il y en a. Et ces personnes-là, il faut bien les expulser d'une manière ou d'une autre. Et la seule façon très très molle, si je puis dire, du gouvernement, de l'État, de faire sortir ces personnes du territoire national, c'est de délivrer des OQTF. Parce que s'ils devaient expulser manu militari toutes ces personnes-là, évidemment, ils n'auraient pas les moyens. Mais alors, est-ce que vous comprenez l'argument, entre guillemets, encore de notre garde des Sceaux, je le rappelle, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, de dire « Ah c'est comme ça, c'est la loi, elle a reçu une obligation de quitter le territoire, mais sans obligation directe de le quitter, ce territoire. Mais c'est comme ça que ça fonctionne en France. » En fait, on est un peu étonné, on a l'impression qu'il a gardé son rôle d'avocat, ici de la suspecte, pour la défendre, finalement, puisqu'il précise aussi, d'ailleurs, qu'elle a été victime elle-même de violences, plutôt que de responsables politiques aujourd'hui qui justement pourraient faire avancer les choses de ce côté-là. Effectivement, moi je pense qu'il fait de la politique. Lui, il veut défendre l'image de son parti, de son image, sa propre image à lui, et il pense absolument pas au fond. Mais ça, c'est tout le problème de la politique de manière générale, c'est de défendre des images, mais la vérité, ils en font bien peu cas. Et typiquement, là, en l'occurrence,
d'aller défendre une personne qui a commis les actes qu'elle a commis, c'est sûr que ça paraît complètement dingue. Et c'est ça qui, moi, surtout à mon quand on sens, est est en indécent. responsabilité, voilà, oui, c'est ça. L'indécence, c'est cela. C'est lorsqu'on est en responsabilité, Absolument. c'est prendre sa responsabilité sur ces faits-là qui mettent Absolument. en lumière, encore une fois, les fragilités du Les gouvernement. errements. Et les défaillances. Mais si jamais, quand il y a des défaillances, il n'y a personne pour en prendre responsabilité, ce sont des défaillances qu'on ne va jamais régler. Vous savez, en entreprise, on demande aux gens d'être responsables parce que sinon l'entreprise ne fonctionne pas. Et un État, c'est un petit peu la même chose. Il faut qu'il y ait des responsables sur certaines questions, les questions de sécurité et de justice. Traditionnellement, un ministre, quand il y avait une affaire comme ça et avec un tel fiasco, un ministre démissionnait. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je n'en sais rien, mais en l'occurrence, on demande une responsabilité, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on les élit, encore une fois. C'est pour ça qu'on les paye. C'est pour ça que ce sont nos représentants. Ils sont pas là pour avoir du pouvoir, etc. Ils sont là pour défendre les intérêts du peuple français, défendre notre pays, faire en sorte que notre pays soit un pays qui fonctionne bien, dans lequel on peut sortir, laisser nos enfants rentrer du collège seuls, sans craindre des attaques, des agressions, etc., etc. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Le nombre d'agressions, juste pour rappel, le nombre d'agressions en France a été multiplié par 2 depuis l'an 2000. Ouais. Donc voilà, à partir de là, il serait temps que quelqu'un soit responsabilisé et agisse. Oui. Avant qu'on ne parle définitivement de la marche qui est organisée par l'Institut pour la justice, je voudrais vous poser une autre question qui, je pense, à laquelle vous êtes sensible également. C'est cette question du profil psychologique. Il s'agit encore une fois du cas de la suspecte de l'affaire, enfin de la tueuse de Lola, mais j'imagine que vous, dans les victimes avec lesquelles vous traitez, il y a beaucoup, très souvent, ce genre de profil, de questions de déresponsabilisation du criminel, puisque cette personne a un profil psychologique, donc une personne déséquilibrée, une personne qui n'était pas apte à comprendre ce qu'elle faisait, etc. Et là encore, on commence avec cette affaire Lola à souligner le profil, on va dire, déséquilibré, en questionnement en tout cas, de la suspecte. Comment vous réagissez encore à ce genre d'analyse ? Moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Cette personne peut très bien simuler cette irresponsabilité. Elle peut très bien... ce qu'elle a raconté en garde à vue, ça paraît tellement fou et tellement... En fait, elle a commencé par donner. Ce qui est intéressant aussi, elle a commencé par livrer des faits très factuels qui correspondaient tout à fait à la réalité. Puis, dans un deuxième temps, elle a parlé de fantômes, etc. On se demande même si elle n'a pas été tout simplement bien conseillée entre-temps. Oui, c'est tout à fait possible. Après, moi, je ne lui conseille pas. Normalement, en tout cas, il y aura de toute façon des expertises qui vont être faites par non seulement un, mais plusieurs psychiatres. A priori, il y en aura bien 2, 3, 4. Et je lui conseille pas de simuler, puisque la vie si jamais elle est hospitalisée et qu'elle n'est pas jugée, la vie n'est quand même dans ces hôpitaux-là absolument pas agréable. Et bien vite, d'après moi, ce que j'en ai compris, bien vite, les détenus qui simulent ne demandent qu'une chose, c'est d'aller en prison. Parce que la prison, je ne vous l'apprends pas, n'est pas l'endroit le plus coercitif. La prison française, en tout cas, n'est pas l'endroit le plus coercitif sur Terre. C'est certainement pas un bon moment à passer, mais il y a bien pire, et notamment les établissements pour les personnes qui sont reconnues irresponsables de leurs actes et qui en ont commis. Maintenant, je comprends très bien à chaque fois le fait qu'une personne ne soit pas jugée parce qu'elle est folle. C'est vrai que ça hérisse le poil, et je le comprends très bien, d'autant que dans ces établissements-là, si elle n'est pas jugée, elle n'a pas de peine, donc elle peut ressortir un peu n'importe quand. En principe, ces personnes restent longtemps en prison, mais c'est pas toujours le cas. Alors peut-être qu'on pourrait imaginer une peine minimale d'incarcération dans un lieu psychiatrique, etc., en dessous duquel ces personnes ne pourraient pas sortir quoi qu'il arrive.
On pourrait aussi s'interroger sur la raison du déséquilibre. Peut-être aussi que ces personnes déracinées, qui ont perdu tout repère, qui ne sont pas dans leur propre pays, etc., sont finalement... cela peut créer aussi également un déséquilibre. L'immigration est un drame et crée beaucoup de déséquilibre chez beaucoup de gens. Ouais, voilà, même chez ces personnes-là. Oui, tout à fait. N'importe quel phénomène qui n'est pas régulé, en fait, c'est ça le problème de l'immigration. Moi, j'ai rien contre l'immigration. Je vais même vous faire une confidence. J'ai été immigré au Canada pendant toute mon enfance. Mes parents, on a immigré là-bas. J'étais un immigré pendant des années. Donc moi, j'ai rien contre le principe, mais en France, depuis les années 80, on ne gère rien. C'est surtout ça qui est un problème. À partir du moment où on gérera un petit peu, il y a peut-être des années où on aura plus d'immigration, des années où on en aura moins. Je pense qu'au point où on en est, il faut qu'on ait plusieurs années où on en ait moins. Mais voilà, après, il faut simplement gérer les choses et on ne le fait pas. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres, délégué général de l'Institut pour la justice, pour cet éclairage sur ce qui s'est passé autour de Lola et puis même du laxisme de la justice. Je voulais juste vous poser une autre question concernant cette manifestation, cette marche blanche que vous organisez. Là, on est un peu plus dans la politique, avec les personnalités qui ont annoncé leur présence. Vous réussissez finalement à une réunion assez transpartisane. On a entendu Éric Zemmour, Jordan Bardella, Florian Philippot, Nicolas Bay, certains élus des Républicains, Éric Ciotti notamment, annoncer leur probable présence. Vous réussissez Debout la France aussi, je crois. Debout là, oui, ça m'étonnait de ne pas les avoir vus, mais en effet, c'est tout à fait cohérent. Donc voilà, vous réussissez ici, finalement, union des droites, je ne sais pas, mais une réunion transpartisane sur des sujets graves, et ce serait peut-être ce qu'il faudrait réussir à faire plus souvent. Oui, mais j'espère bien qu'on a réussi à faire venir beaucoup de gens. Nous, c'est ce qu'on espère depuis le début. Notre réunion est apolitique. Donc, une réunion apolitique sur un sujet aussi évident que l'insécurité, ça me semble évident que tout le monde, que tous les partis, même tous les partis doivent venir. Moi, j'attends que M. Darmanin, M. le ministre, disent nous serons présents à ce rassemblement. Mais j'ai peu d'espoir. Mais c'est normal. Un sujet apolitique. C'est un sujet apolitique et une réunion apolitique. Il n'y a pas d'hommes politiques ou d'élus, même d'hommes politiques au sens large, de politiques qui ne s'exprimeront à la tribune. Ce sera des victimes, des experts de notre collectif, des gens qui étaient prévus, qui s'exprimeront. Donc, mais après, c'est très bien. Ils font du tapage sur les réseaux sociaux. Ils poussent les gens à venir. Et finalement, eux sont responsables, se considèrent responsables de la situation sécuritaire. Et eux veulent agir, et c'est ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous considérez que finalement l'insécurité, cette question qui réunit pour le moment, en tout cas pour le moment c'est plutôt des mouvements de droite derrière vous, est-ce que vous pensez que ça peut être un socle malgré tout d'une union un peu plus large après ? Oui. Alors, je ne sais pas si ça peut arriver. Je ne sais pas dans quelle mesure j'évalue la probabilité que ça arrive, mais moi il me semble que ça devrait. Pour moi... Et même dans nos vies personnelles, quand on discute avec des gens, alors à part l'extrême gauche, même la gauche classique bien comprise, elle a très bien compris qu'il y avait des problèmes avec l'insécurité et elle veut les régler. Maintenant, tout ça, c'est vrai que c'est de la politique. Nous, on ne fait pas de politique, on n'est pas habitué, on ne sait pas faire et on ne compte pas en faire. Donc, on ne contrôle pas, pour tout vous dire, les gens qui ont annoncé qu'ils venaient, ils ne nous l'ont pas dit. Évidemment, on avait des échos, mais on ne l'a pas su clairement, directement. Donc, c'est pas qu'on subit, mais on suit ça un petit peu de l'extérieur. Mais on s'en réjouit clairement. Évidemment, on espère que ça continuera à s'élargir. Mais nous aussi, on se réjouit qu'il y ait du monde qui se presse à votre marche blanche, ce rassemblement pour les victimes. C'est bien à Denfert-Rochereau, désormais. C'est à Denfert-Rochereau, à 18h30. La préfecture nous a dit qu'ils attendaient trop de monde et que la mairie du 19e, ce serait trop petit. Donc, d'un côté, on est content. D'un autre côté, c'est vrai que ça fait changer de lieu, mais c'est pas grave du tout. Ce sera à Denfert-Rochereau à 18h30. Et c'est un rassemblement qui durera à peu près 1 heure, dans lequel des victimes et des experts s'exprimeront à la tribune. Voilà, et donc chers auditeurs, si vous voulez vous rendre également à cette marche, donc organisée par l'Institut pour la justice et Pierre-Marie Sèvres. Merci beaucoup à vous. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.